merci beaucoup de vous être connecté et puis merci surtout à Romain de nous faire cette présentation. Séminaire System X qui aujourd'hui est dédié à des sujets sur les technologies quantiques avec donc une ouverture un petit peu pour ce qui concerne l'Institut, mais des gens sur l'écosystème saclésien et au-delà, bien sûr, travaillent sur le sujet depuis quelque temps. Romain travaille là-dessus depuis un petit moment maintenant. Il a fait sa thèse à Paris 6 et était à Télécom depuis une quinzaine d'années. On peut d'ailleurs annoncer qu'il est professeur, nommé professeur tout récemment à Télécom, sur des sujets, une équipe qu'il anime sur des sujets à la fois d'information quantique, sur des sujets de calcul quantique et sur des sujets de crypto quantique et post-quantique aussi. Bon, on sait le contexte très effervescent autour du sujet, à la fois avec le plan quantique au niveau national, mais avec une déclinaison régionale autour de Saclay avec le centre Quantum. Je vois d'ailleurs que tu l'as indiqué dans la première slide en bas. Euh, En tout cas, un sujet ouvrant pour nous et pour les personnes, les ingénieurs-chercheurs qui sont connectés aujourd'hui, mais je pense que on va en apprendre et sans doute des liens avec certains industriels qui pourront peut-être déboucher sur des partenariats à venir. En tout cas, nous, on le souhaite. Je te passe la parole pour une heure de présentation. Vous n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. On n'est pas beaucoup, donc si vous voulez les poser en direct en levant la main, c'est peut-être possible. Romain Bien sûr, oui. euh, gérera les gens qui lèvent la main à ce moment-là. Merci beaucoup et je te passe la parole. Entendu. Donc, bonjour à tous et merci pour l'invitation à Systemix. Merci Patrice pour l'introduction et l'invitation. Donc, alors c'est vrai qu'on est voisins. Donc, moi, je travaille à Télécom Paris, donc qui est le bâtiment un peu rose là, assez grand bâtiment, pas loin du tout des bâtiments de Systemix. Et je travaille sur effectivement les communications quantiques, la cryptographie quantique et le calcul quantique depuis maintenant près de 15 ans, notamment dans des projets européens et aussi donc, dans le cadre du centre Quantum et des projets régionaux. Donc, je vais vous parler euh, dans cette présentation, en fait, après une discussion, donc d'abord une présentation rapide de l'équipe que j'anime qui s'appelle IQA, Information quantique et applications. Donc, on était anciennement une équipe en fait de 5 permanents et le CNRS s'est dissocié de Télécom Paris il y a 5 ans. Donc, on est reparti sur une petite équipe qui est en train à nouveau de regrossir. On a un recrutement cette année et on fait un partenariat notamment avec l'INRIA qui devrait nous amener à des recrutements aussi dès l'an prochain. Donc, bon, pour l'instant, on a 5 doctorants dans l'équipe, 2 permanents et 2 étudiants de master, donc pas mal déjà d'étudiants. Et on participe donc à l'écosystème européen et régional et au centre Quantum. Je fais partie du COMEX du centre Quantum à Saclay. Donc, avec un sujet principal qui est les communications quantiques, sujet de recherche et la cryptographie quantique, avec des aspects d'ingénierie, des réseaux de communication quantique, de cryptographie quantique, aussi appelée Quantum Key Distribution, QKD. Donc, j'en parlerai dans la deuxième partie de mon exposé, et des aspects théoriques sur la cryptographie quantique. Donc ça, c'est la partie, disons, la plus développée, pour laquelle on est la plus connue, et qui est effectuée dans le cadre du Quantum Flagship européen, aussi avec le soutien de la région Île-de-France. Et on a une partie sur le calcul quantique qui est plus récente, disons depuis 2-3 ans, avec un lien à travers le calcul quantique optique notamment, mais vers le développement de systèmes quantiques complexes, de grande dimension, et le calcul quantique, le traitement d'informations quantiques. On a une thèse actuellement avec le NSUM là-dessus, et on est en train de développer ce sujet aussi avec le C2N, et avec des aspects aussi de quantum machine learning, avec Filippo Miato, qui est donc le deuxième permanent actuellement à Xanadu au Canada, sur le quantum machine learning quantique. Dans le cadre de cet exposé, donc après discussion avec Patrice, il y a une partie qui est plus un tutoriel, la partie principale, donc disons pendant une demi-heure, je vais parler du calcul quantique, plus sous forme de l'introduction générale, et peut-être ce sera un peu plus qu'une demi-heure, 35 minutes. Et dans le temps restant, donc, je vous parlerai des plus de highlights, disons, de recherches qu'on fait actuellement dans l'équipe IQA, et puis on pourra échanger. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Alors comme je suis en plein écran, je ne vois pas les mains levées, mais si vous avez des questions, c'est plutôt avec le micro, on n'est pas très très nombreux. Voilà, il faut que quelqu'un m'interrompe avec le micro pour énoncer la question. Donc la première partie, c'est le tutoriel, donc un tutoriel sur le calcul quantique.
avec une introduction assez générale sur l'information quantique, l'informatique quantique, comment on passe la notion d'information quantique, de qubits, à la notion de calcul quantique. Ensuite, très rapidement, des notions sur la construction d'un ordinateur quantique, les technologies qui sont sous-jacentes à la construction d'un ordinateur quantique, où est-ce qu'on en est aussi aujourd'hui dans la course technologique à l'ordinateur quantique. Et enfin, les applications, hein, ce qu'on appelle les use cases, les applications envisagées pour l'ordinateur quantique, aussi en fonction du niveau de maturité des technologies, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, ce qu'on peut faire aborder dans, disons, les 5 prochaines années, et les échéances plus lointaines, et comment elles dépendent en fait de l'avancée de la technologie de calculateurs quantiques. Et puis la deuxième partie, donc, ce sera consacré à des sujets de recherche plus spécifiques à l'équipe qui sont actuels, notamment sur les communications quantiques. Donc, tout d'abord, une introduction historique. Donc, c'est intéressant de replacer l'actualité sur le plan quantique national et les technologies quantiques, qui est vraiment effectivement importante depuis une dizaine d'années, dans une perspective un peu plus longue, qui est la naissance de la physique quantique en fait, au siècle précédent. Et souvent, on présente, donc c'est intéressant de voir la première révolution quantique, donc celle qui est née avec l'invention de la technologie, pardon, l'invention de la mécanique quantique, de la théorie quantique dans les années 20 essentiellement, avec des précurseurs comme Einstein, Schrödinger, Heisenberg, en fait un petit groupe de chercheurs qui étaient déjà en interaction, en réseau, en interaction très forte dans les années 20, qui ont posé les bases de cette théorie physique, qui est une des théories les mieux vérifiées aujourd'hui expérimentalement. On arrive à avoir des vérifications, par exemple, avec des horloges atomiques, avec 16 ou 17 chiffres significatifs pour les mesures du temps, et qui sont vraiment directement reliés à la théorie quantique, à la fonction d'onde, à la compréhension donc, de la description de la matière à l'échelle atomique avec la physique quantique. Donc cette théorie, elle décrit la physique, la matière à l'échelle atomique, aussi la lumière, et leur interaction lumière-matière. Elle a donné lieu à nouveau des bouleversements technologiques au XXe siècle. L'invention du transistor, en fait, la compréhension donc, des niveaux d'énergie dans les solides a permis l'invention du transistor, les semi-conducteurs, l'invention du disque dur et aussi du laser dans les années 60. Donc en fait, la plupart des technologies qui sont sous-jacentes à la révolution numérique, elles sont nées juste après-guerre et elles se sont complètement fondées sur la physique quantique. Et donc on vit déjà dans un monde qui est dominé par une révolution technologique donc issue de l'après-guerre, après Seconde Guerre mondiale, qui est directement dépendant, qui est issu donc de ce qui s'est passé dans les années 20 et de la naissance de cette technologie quantique qui, au début, a été développée pour répondre à des questionnements vraiment fondamentaux sur la physique. C'était notamment le cas d'Einstein sur l'effet photoélectrique ou le rayonnement du corps noir. Hein. Donc pour comprendre des choses fondamentales sur la physique, on a dû développer cette théorie qui a émergé sur des technologies et on peut espérer qu'il va y avoir la même chose pour, disons, la deuxième révolution qu'on est en train de vivre, euh, qui est née cette fois-ci des travaux des nanotechnologies. À partir des années 80-2000, on commence à, donc, du fait du progrès des nanotechnologies, être capable de contrôler des particules à l'échelle individuelle. Donc un seul atome, on sait piéger un seul atome. C'est le cas, par exemple, de l'entreprise Pascal qui fait des ordinateurs quantiques maintenant avec des atomes piégés, donc il y a l'Institut optique. On sait faire de l'électronique à l'échelle de l'électron unique. C'est le cas de l'équipe au CEA de Daniel Estève, donc, qui fait de la spintronique à l'échelle de l'électron. Il y a aussi une équipe qui fait ça à Polytechnique. On sait fabriquer des sources de photons, photon par photon. C'est le cas de l'équipe de Pascal Sénélard, Candela. Donc tout ça, vous voyez que sur le plateau de Saclay, en fait, on a des leaders internationaux sur les technologies quantiques depuis en fait de nombreuses années. C'est un des creusets du quantum hardware, on pourrait dire, de technologies sous-jacentes pour contrôler à l'échelle individuelle des systèmes quantiques. Et en parallèle de cette disons, révolution des nanosciences et des technologies sous-jacentes aux communications quantiques et au calcul quantique, il y a eu, en fait, les théoriciens, les informaticiens se sont plongés sur les conséquences de la théorie quantique pour le traitement de l'information. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'information quantique, puis l'informatique quantique, avec les premiers algorithmes quantiques, donc l'extension de la notion de machine de Turing au cas d'un processeur quantique, avec le Dutch en 85, puis les premiers algorithmes quantiques dans les années 90, l'algorithme de Shor et l'algorithme de Grover, donc qui permettent respectivement de factoriser en temps polynomial et d'accélérer toute recherche dans une base non ordonnée avec un facteur racine carrée. Donc,
Donc, c'est à la fin des années 2000 qu'on a les prémices d'une deuxième révolution, qu'on appelle la deuxième révolution quantique, avec la naissance de technologies d'application des technologies quantiques pour transmettre, protéger, détecter et surtout faire des calculs avec de l'information quantique et avec des performances en termes de puissance de calcul, mais aussi en termes de sécurité, en termes de précision pour les mesures, qui sont inégalées par rapport à ce qu'on peut espérer si on avait de l'information purement classique. Alors, on va voir quelle est la différence entre information classique et quantique. Et donc, vous voyez ici un transparent issu du Quantum Flagship et la visée qui est une visée partagée au niveau international. Vous avez des grands plans aux États-Unis, en Chine, des grands plans d'investissement structurés avec des centres et des investissements très importants, également aussi au Royaume-Uni. Et depuis 2018, l'Europe a lancé un flagship, donc un grand projet à l'échelle de 10 ans, coordonné avec 3 phases en fait, visant à passer, disons, de la recherche fondamentale à une recherche plus appliquée sur les technologies quantiques. Et au niveau de mon équipe, on est pleinement engagé, notamment dans la partie réseau quantique, communication quantique, et donc de plus en plus aussi dans la partie calcul quantique, dont je vais vous parler par la suite, dans la suite de cette première partie. Donc, qu'est-ce que c'est que l'information quantique par rapport à l'information classique? Donc, l'information classique, on sait qu'on peut la représenter, on peut la digitaliser et la représenter par exemple en base 2, donc à l'aide de bits qui sont dans un état 0 ou 1. Donc, on peut représenter par 2 points un vecteur un espace discret de taille de cardinal 2. Un bit quantique, donc qui peut être l'état, par exemple, d'un atome individuel à 2 niveaux, il va avoir une structure au niveau mathématique plus complexe, puisque la mécanique quantique nous dit qu'un système, il peut non seulement, par exemple, un atome être dans 2 états, l'état 0 et l'état 1, qui seront les analogues des états classiques, mais il peut être aussi dans n'importe quelle superposition cohérente, alpha 0 plus bêta 1, avec alpha et bêta des complexes qui doivent être normalisés pour vérifier la conservation des probabilités. Et donc, l'état d'un bit quantique, au niveau mathématique, ça va être un vecteur avec 2 coefficients complexes à distinguer donc, de juste 2 possibilités, juste un ensemble discret de dimension 2 pour un bit classique. Et donc, vous voyez que, en fait, si on peut représenter un vecteur quantique comme un point sur la surface d'une sphère, on peut voir qu'on a directement une analogie entre un vecteur à coordonnées complexe normé et un point à la surface d'une sphère. Et donc, parmi les vecteurs possibles, vous avez les vecteurs classiques. Donc, la physique quantique permet de décrire complètement la logique classique, mais en plus, vous avez ces vecteurs en superposition. Et il y en a une infinité de possibilités. On dit que c'est une superposition cohérente, elle peut donner lieu à des interférences quand vous avez plusieurs bits quantiques. Et vous avez un processus qui est aussi fondamental de la physique quantique, c'est que quand vous allez observer un système quantique, la mesure va altérer le système, va le changer. Et c'est particulièrement frappant quand vous avez un système en superposition. Donc, si vous avez ce système-là, qui est un système possible, 1 sur racine de 2, 0, plus 1 sur racine de 2, 1, donc ça, c'est un bit quantique placé à l'équateur, sur ce qu'on appelle la sphère de bloc, eh bien, quand vous faites une mesure, la loi fondamentale de la physique quantique, la théorie quantique vous dit que vous pouvez obtenir le résultat 0 ou le résultat 1. Si vous faites une mesure dans ce qu'on appelle la base 0 ou 1, vous posez une question au système, est-ce que tu es dans l'état 0 ou est-ce que tu es dans l'état 1? Et s'il a une superposition cohérente de 0 plus 1 sur racine de 2, eh bien, avec une probabilité 1 sur racine de 2 au carré, donc alpha carré, il va donner le résultat 0. Donc, avec une probabilité 1 demi, il va donner le résultat 0. Et une probabilité 1 demi, le résultat 1. Donc, vous allez avoir de l'aléa qui est lié à la théorie quantique quand vous posez une question qui n'est pas, où votre système physique quantique n'est pas dans un état propre, ce qu'on appelle de la mesure qui est effectuée. Et donc, vous avez une théorie qui est intrinsèquement aléatoire pour les résultats de mesure. Ça, c'est quelque chose qui est très différent de ce que vous avez classiquement. Au niveau physique, donc j'y reviendrai un peu plus, mais vous avez différents systèmes qui peuvent représenter des bits quantiques. L'intérêt de l'informatique quantique, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de connaître en détail les systèmes physiques. Vous pouvez laisser ça aux physiciens. Vous pouvez vous concentrer sur une représentation mathématique et travailler sur l'algorithmique quantique uniquement dans un espace mathématique. Bien sûr, si vous vous intéressez aux performances, aux implémentations réelles, c'est très important, et aujourd'hui, c'est ce qui domine les problèmes pour le calcul quantique. C'est très important de comprendre quels sont les meilleurs systèmes et aussi comment les caractéristiques physiques des systèmes vont conditionner les qualités des calculs que l'on peut faire.
Donc, parmi les systèmes les plus en pointe, les plus prometteurs pour réaliser des bons qubits, des bons bits quantiques, vous avez donc des jonctions Josephson, qui sont des jonctions supraconductrices qui permettent de transférer le courant électron par électron, donc d'avoir de la spintronique, justement. Vous pouvez donc piéger des ions ou des atomes dans des pièges magnéto-optiques ou avec des lasers et effectuer des calculs ensuite sur les états, codés sur les états de ces atomes. C'est le cas de la startup Pascal, donc, qui est située à l'Institut d'optique. Vous pouvez également envisager des ordinateurs quantiques qui utilisent des qubits photoniques. Donc, c'est aussi possible d'utiliser entièrement la lumière, des interféromètres, des mesures sur des états photoniques qui vont devoir être intriqués, donc qui vont devoir coupler un grand nombre de photons et qui vont permettre d'effectuer des calculs quantiques de façon tout à fait générale et que vous pouvez également représenter sous la forme de bits quantiques. Donc ça, vous avez d'autres systèmes, et ça, c'est parmi les systèmes les plus, disons, les plus performants actuellement pour envisager à moyen terme de fabriquer un grand ordinateur quantique. Alors, si on revient plus en détail sur le formalisme, et pourquoi, c'est important de comprendre pourquoi l'ordinateur quantique peut offrir une puissance de calcul différente d'un ordinateur classique. Et ça, c'est vraiment lié à nouveau aux lois de la physique quantique et ce qui se passe quand vous avez plusieurs systèmes quantiques. Donc, le cas le plus simple de plusieurs systèmes quantiques, c'est quand vous avez deux qubits, donc par exemple deux atomes à deux niveaux. À ce moment-là, l'espace des états, il n'est plus de dimension 2, mais il est de dimension 4. Vous avez deux qubits. Et les lois de la physique quantique vous disent qu'il faut considérer donc, comme base des états, cette fois-ci, non plus l'état 0 et 1, mais l'état 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Ça, c'est une base orthogonale des états possibles. Et un système quantique peut être en superposition, donc il peut être dans n'importe quelle combinaison linéaire à coefficient complexe, alpha 0, 0, plus bêta 0, 1, plus gamma 1, 0, plus delta 1, 1. Alors ça, vous pouvez juste par un jeu d'écriture, l'écrire comme un système en dimension 4, donc avec 4 vecteurs de base. Et vous pouvez généraliser ce principe si vous avez un ordinateur avec n qubits. Donc, par exemple, Google a démontré, il y a en 2019, une publication avec un ordinateur de 53 qubits. On atteint aujourd'hui, il y a des annonces d'IBM sur des ordinateurs avec 127 qubits. Ça veut dire que l'espace des états est de dimension 2 puissance n. C'est-à-dire que vous avez 2 puissance n vecteurs de base possibles et que l'état d'un système quantique, ça va être une combinaison linéaire à nouveau, mais dans un espace de dimension 2 puissance n. Donc vous avez 2 puissance n complexes sont nécessaires pour décrire l'état d'un ordinateur à n qubits. Et donc vous avez en fait un espace des paramètres qui est de la forme C à la puissance 2 puissance n. Et ça, c'est plus grand que 2 à la puissance 2 puissance n. Donc, c'est exponentiellement plus grand que si vous avez n bits classiques. Quand vous avez n bits classiques, vous avez 2 puissance n états. Et finalement, quand vous avez n bits quantiques, vous avez quelque chose qui est plus grand que 2 à la puissance 2 puissance n, puisque c'est c à la puissance 2 puissance n. Donc, l'espace des paramètres, quand vous accroissez le nombre de qubits et que vous n'avez pas d'erreur, quand tout reste cohérent, eh bien, il devient exponentiellement plus large. Et c'est cette taille exponentielle de l'espace des états qui peut permettre d'espérer un accroissement, une puissance de calcul supérieure à ce qu'on peut avoir avec un ordinateur classique. Donc, il y a vraiment le caractère exponentiel de la taille des états est fondamental pour comprendre pourquoi le calcul quantique peut avoir un intérêt et dépasser ce qu'on peut faire classiquement. Romain, oui. J'ai une petite question pour éclairer l'auditoire. Les atomes qui sont présentés ici sont supposés indépendants, isolés, liés d'une manière ou d'une autre. Quels sont leurs états respectifs? Donc là, c'est l'état. Là c'est très général. Donc, ils sont plutôt supposés liés intuitivement, parce que s'ils étaient indépendants, s'ils étaient vraiment isolés les uns des autres, on n'aurait pas cet accroissement. Enfin, on pourrait simplifier. On n'aurait pas tous les états possibles. Mais là, l'idée, c'est si vous avez un système à 2 qubits, tous les états possibles, et que vous voulez décrire tous les états possibles des états de qubits, a priori, ils sont de cette forme-là. Maintenant, pour avoir tous les états de cette forme-là, il va falloir être capable, y compris d'avoir des états intriqués. Donc, où vous avez des états de la forme, par exemple, 0, 0 plus 1, 1. Donc, implicitement, quand je vous parle de n qubits et de ces états-là, implicitement, je parle aussi du cas où vous allez être capable de faire interagir ces qubits les uns avec les autres pour observer toutes les superpositions cohérentes possibles.
Donc, il y a cet implicite-là, donc, effectivement. Mais sinon, vous pouvez le voir de façon purement mathématique, c'est quels sont les états possibles. Donc là, ça vous dit que l'état possible, de façon générale, d'un système à n qubits, juste d'un point de vue mathématique, il est exponentiellement plus grand qu'un système classique. Après, il faut être capable, éventuellement physiquement, de réaliser tous ces états. C'est une deuxième question, il faut voir. Et là, mais pour cela, il faudra avoir des couplages, effectivement. Euh, alors, si on regarde donc, à nouveau le problème mathématique qui est de simuler un système quantique. Donc, par exemple, vous voulez simuler une réaction chimique avec 53 atomes avec une machine classique. Donc ça, vous pouvez formaliser complètement avec des équations, avec la chimie théorique. Euh, En fait, la taille du système, du vecteur que vous voulez représenter, qui est de taille exponentielle, donc avec le nombre de qubits. Et, et du fait de ce caractère exponentiel, dès que vous avez un nombre de qubits important, autour de 50, la puissance de calcul, essentiellement la taille mémoire qu'il va falloir pour simuler un système quantique, devient prohibitive. Et en l'occurrence, autour de 50 qubits, vous voyez que si vous prenez parmi les ordinateurs, les superordinateurs les plus puissants de la planète, ici un ordinateur situé en Chine, donc à 1,3 pétabytes de mémoire, et l'ordinateur Juquin en Allemagne qui a 0,5 pétabytes de mémoire, la combinaison de ces deux ordinateurs avait, donc c'était l'an dernier, en 2018, le record du monde donc, de la simulation du nombre de qubits, qui est de 43 qubits, parce qu'il faut en fait stocker 2 puissance 48 amplitudes complexes, et ça arrive à peu près à saturer la mémoire. Ça demande déjà plus d'un pétabyte de storage de mémoire. Donc, du fait qu'il faut, pour simuler de façon arbitrairement précise un système quantique de 48 qubits, ça représente un problème computationnel qui est aux frontières de la technologie des superordinateurs. Et alors, les choses sont en fait un peu plus complexes. Alors, on a tendance souvent, quand on lit les articles de presse, à voir le raccourci qu'un ordinateur quantique euh, réalise des calculs massivement parallèles, un nombre exponentiel de calculs en parallèle. Ça, cet exposé-là, il est faux. Et donc, le but de cette transparence, c'est d'essayer de vous expliquer pourquoi c'est faux, pourquoi c'est tentant de dire ça, et pourquoi c'est faux, et il faut faire attention à la différence. Donc, la première bonne nouvelle qui est liée au caractère exponentiel de la taille de l'espace de travail, qu'on appelle l'espace de Hilbert, c'est que quand on a une superposition donc, avec 2 puissance n vecteurs de base de n qubits, on est capable, avec des opérations physiques qui vont être unitaires, donc qui vont être linéaires, de faire. Donc, vous avez une porte ici. Imaginez que c'est une porte physique qui travaille sur n qubits. Cette porte, elle a une certaine. C'est une matrice, voilà, en taille de puissance n. Quand vous allez appliquer cette porte avec juste une application de cette porte qui peut être reliée à une fonction f, vous allez être capable, avec une seule application de la porte, donc de calculer sur toutes les amplitudes complexes une certaine fonction f de x, où x, c'est l'index c'est un nombre entre 0 et 2 puissance n-1. Donc vous pouvez, avec une seule application d'une porte qui dépend de f, calculer donc, la fonction booléenne f de x, l'évaluer sur 2 puissance n instances. Mais ce n'est pas vraiment une évaluation. Vous pouvez fabriquer l'amplitude complexe, donc fabriquer un état quantique qui passe de la superposition des alpha x x à la superposition des alpha x f de x. Mais là, vous n'avez pas encore réalisé de calcul, vous avez juste transformé un état quantique. Et ça, c'est vrai que la transformation de l'état quantique, du fait de la linéarité, elle se fait de façon parallèle, cohérente, sur les 2 puissance n vecteurs de base. Maintenant, ça, ce n'est pas tout à fait faire un calcul. Pour faire un calcul, il faut éventuellement faire plusieurs portes et puis à la fin faire une mesure. Et avoir un résultat, ce résultat, il sera classique. Ce sera un résultat de mesure et vous aurez par exemple un des résultats possibles, un des vecteurs. Vous faites une mesure dans la base 0, 1 jusqu'à 2 puissance n, moins 1. Vous avez un résultat possible qui va tomber. Donc vous allez trouver le résultat 7, par exemple, que vous pouvez coder en binaire. Eh bien, ça, c'est un des résultats possibles. Vous allez le trouver avec une certaine probabilité. Et c'est ça que va vous donner une instance d'un calcul quantique. Ce n'est pas un nombre exponentiel de tous les calculs. Ce n'est pas le résultat de tous les calculs en parallèle. C'est une seule mesure. Et donc, tout l'enjeu du calcul quantique, ça va être de trouver des algorithmes et des façons de faire des portes de telle sorte que quand à la fin on fait une mesure, le résultat de la mesure, éventuellement en répétant les mesures un certain nombre de fois, que le résultat de la mesure vous donne une information cruciale sur la fonction f et que cette information cruciale soit éventuellement difficile à trouver par des moyens classiques.
Mais donc, à nouveau, l'ordinateur quantique, quand on fait un run d'ordinateur quantique, à la fin, vous avez un résultat classique et un seul. Donc, vous avez en fait quelque chose qui est de taille, vous avez n bits, un résultat codé sur n bits. Vous en avez un seul, vous n'avez pas un nombre exponentiel de résultats. Et donc, tout l'enjeu, c'est de trouver comment donc, chorégraphier ce qu'on appelle les interférences qui vont se passer dans l'espace quantique, dans l'espace des fonctions d'onde, pour poser la bonne question, faire la bonne mesure, et que cette mesure donne des informations importantes sur un calcul que vous voulez réaliser. Donc, on verra qu'il existe justement des algorithmes pour lesquels on a trouvé une accélération exponentielle par rapport à certains algorithmes classiques, et il y a des algorithmes pour lesquels on n'a pas d'accélération, des accélérations polynomiales. Ça va dépendre justement de la structure de l'algorithme que l'on considère. Alors, comment fonctionne à nouveau de façon générique un calcul quantique? Il y a plusieurs modèles de calcul. Le modèle le plus fréquemment utilisé, c'est le modèle en circuit, qui est assez analogue au modèle en circuit classique, à ceci près qu'on travaille sur des bits quantiques. Donc, de façon générique, un circuit quantique, il faut être capable d'initialiser le circuit, donc par exemple tous les qubits à zéro, de faire des portes à un ou deux qubits qui vont coupler les qubits entre eux, qui vont contrôler avec l'état d'un qubit un autre qubit, et à la fin une mesure sur l'ensemble des qubits. Euh, alors, il y a un résultat qui est important d'universalité, c'est que si vous savez faire des portes à 1 et 2 qubits, a priori, vous savez faire toutes les portes. Vous allez pouvoir faire toutes les portes en dimension 2 puissance n. Donc, des portes de dimension 2 ou de dimension 4, en les combinant, vont décomposer n'importe quelle porte en dimension 2 puissance n. Donc ça, c'est pratique pour pouvoir réaliser un ordinateur quantique. Vous n'avez pas besoin de faire des portes trop compliquées. Il suffit de faire des portes élémentaires et de les combiner. Après, toute la difficulté, comme je l'ai expliqué, ça va être de trouver comment décomposer, chorégraphier les interférences qui vont se passer dans l'espace quantique pour, au final, à l'aide d'une mesure, pouvoir inférer des résultats de mesure, des réponses à une question algorithmique intéressante. Excuse-moi, Romain, les portes font quelle opération? Donc là, je ne l'ai pas décrite, mais donc les portes, ça va être les opérations logiques élémentaires, le et, par exemple, enfin, transformer 0 en 1 ou 1 en 0. Ça va être des portes de phase. Enfin, vous allez travailler sur l'amplitude et la phase des qubits. Donc les portes élémentaires, c'est changer 0 en 1, 1 en 0 ou changer la phase d'un qubit. Et après, les portes à 2 qubits, vous en avez l'apport d'une porte élémentaire qui va permettre de synthétiser les autres. C'est une porte contrôle et où vous allez avoir, alors je n'ai pas de transparent là-dessus, mais vous pouvez, en fonction de l'état d'un qubit, donc si l'état du qubit ici est 0, vous faites rien sur ce qubit-là. Et si l'état du qubit est 1, vous allez changer ce qubit-là de 0 en 1 ou de 1 en 0. Donc, vous allez appliquer la porte et de façon contrôlée. On appelle ça contrôle note. Et on peut montrer que si on est capable de faire l'ensemble des portes à un qubit et la porte contrôle note, on a un set universel de portes. On peut faire toutes les portes possibles. Donc maintenant, comment est-ce qu'on construit un ordinateur quantique? Donc la difficulté principale, c'est que, à la différence d'un système classique, un ordinateur quantique, il est codé sur des particules individuelles. Donc, par exemple, un électron, un photon, et que l'énergie qui est mise en jeu pour changer les états logiques d'un qubit, passer de 0 à 1, par exemple, pour un état électronique codé sur le niveau d'énergie électronique d'un atome, sont très faibles. Par exemple, 10-6 électronvolts. Et donc, dès que vous avez, par exemple, de l'agitation thermique, du bruit qui est lié à l'environnement, vous pouvez très bien, à cause du bruit, brouiller complètement l'information quantique, puisque induire des transitions du 0 logique au 1 logique. Ça, c'est ce qu'on appelle la décohérence. Et ça, c'est ce qui explique que pour faire un ordinateur quantique, il faut avoir des systèmes très bien isolés du bruit, donc isolés du bruit thermique, notamment de leur environnement. Mais toute la difficulté, c'est que c'est quand même des ordinateurs, donc vous voulez aussi faire des opérations. Les portes précédentes, c'est des opérations. Et donc, c'est quelque part un paradoxe à l'ordinateur quantique, c'est à la fois quelque chose, des systèmes extrêmement isolés, mais que vous voulez être de taille la plus grande possible. Donc aujourd'hui, on atteint une centaine de qubits, et vous voulez faire les opérations le plus rapidement possible, donc quand même coupler les qubits le plus efficacement les uns aux autres. Donc là, vous avez des exemples de prototypes d'ordinateurs quantiques, donc issus des géants du numérique, la plupart basés sur les technologies de qubits supraconducteurs, pour les trois premiers ici, mais vous avez aussi celui-là. Vous avez aussi des prototypes basés sur
les ions piégés. Et donc, j'ai parlé aussi de l'entreprise Pascal, qui, elle, travaille sur les atomes piégés. Donc, vous avez d'autres, et parler des technologies photoniques, vous avez d'autres possibilités. Pour les technologies supraconductrices, par exemple, vous devez travailler à très basse température, ce qui explique l'utilisation de réfrigérateurs à dilution qui permettent de travailler à quelques millikelvin, donc très proche du zéro absolu, ce qui est une nécessité pour isoler les qubits de leur environnement et empêcher donc, cette décohérence trop rapide. Il y a toujours de la décohérence, mais il faut qu'elle soit le plus lente possible pour pouvoir faire du calcul quantique. Alors, un résultat fondateur qui a créé beaucoup d'engouement et certainement aussi beaucoup d'investissements ces dernières années, c'est l'annonce en 2019 par l'équipe de Google donc de la suprématie quantique. Alors, ce résultat, le fait qu'on ait atteint la suprématie quantique, ce résultat, il est contesté hein, encore aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui va demander encore quelques années de vérification, d'amélioration. Mais en fait, on est entré dans les années où on peut, d'un point de vue technologique, aborder cette question. Donc la suprématie quantique, c'est un peu la prolongation de mon transparent sur la simulation. C'est trouver une tâche computationnelle, éventuellement, a priori inutile, mais une tâche qui soit réalisable par une machine quantique, et on peut vraiment faire le calcul. Le calcul, on peut spécifier le problème computationnel, c'est un problème algorithmique bien défini, et, et on peut faire en sorte que la machine quantique réalise cette tâche computationnelle et que cette tâche computationnelle soit exponentiellement difficile pour une machine classique, de telle sorte que pour les ordinateurs qu'on est capable de fabriquer aujourd'hui, donc ceux de Google, c'était 53 qubits, eh bien, les ordinateurs quantiques soient plus efficaces pour réaliser cette tâche au niveau computationnel que la plus puissante des machines classiques. Donc cette tâche, il s'agit en fait de générer, de fabriquer un circuit aléatoire. Donc en fait, c'est un peu de générer du bruit, du pseudo-randomness en fait, si vous voulez. Donc on prend un circuit où on fait des portes aléatoirement et on doit faire sampler la distribution de sortie. Si on doit, et classiquement, si on doit prédire quelle va être la distribution des résultats de sortie, c'est un problème exponentiellement difficile sous certaines hypothèses de complexité. Alors que c'est directement ce que c'est faire assez facilement un circuit quantique. On lui soumet des portes aléatoires à 1 ou 2 qubits, et à la fin, vous faites une mesure. Donc, Google a effectué ça sur ces circuits. Et ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la fidélité. C'est en gros la qualité du résultat par rapport à ce qu'on peut simuler classiquement. Donc, la fidélité, c'est inversement proportionnel aux erreurs. Hein. Donc, la qualité du résultat, cette qualité, elle diminue exponentiellement au fur et à mesure que vous augmentez le nombre de qubits, ce qui est normal, parce que plus vous avez de qubits, plus vous avez d'erreurs. Donc là, ça, c'est lié à la décohérence. Et en fait, vous voyez ici la vitesse à laquelle se dégrade la cohérence. Donc, c'est lié au taux d'erreur par porte au fur et à mesure que vous faites le calcul. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'accroissement notable, ça reste à peu près exponentielle, donc linéaire en échelle log-log, au fur et à mesure que vous augmentez le nombre de qubits. Et vous arrivez dans un régime vers 50 qubits où faire le calcul de façon exacte sur une machine classique, c'est plus possible, et où la machine quantique, éventuellement, est plus puissante en termes de puissance de calcul pour cette tâche-là, qui est inutile, qu'une machine classique. C'est ça le régime de la suprématie, qui est ces points-là où vous n'avez plus de simulation. Et bon, après, il y a du benchmarking avec différents circuits. Mais donc, le claim, c'était d'avoir réalisé cette tâche en 2019. Alors, à nouveau, c'est discuté, puisque depuis, en fait, il y a des simulations classiques qui ont beaucoup progressé et qui commencent à simuler maintenant en un temps faible, quelques minutes, ces circuits-là, tandis qu'on n'est pas tout à fait sûr que Google a fait exactement ces calculs, parce qu'on ne peut pas le vérifier. Donc, en fait, on rebascule certainement, on va avoir quelques années pour atteindre vraiment la suprématie quantique, mais comme c'est quelque chose d'exponentiel, on est confiant qu'en augmentant le nombre de qubits à 70, 100, si on est capable de garder la qualité des qubits qu'on a aujourd'hui, on est confiant qu'on va atteindre la suprématie quantique dans les prochaines années. Alors, une autre tentative d'avoir la suprématie quantique, c'est ici une manip réalisée sur des photons, donc en l'équipe de Jian Weipan, qui est un des grands leader des technologies quantiques en Chine. Donc, vous voyez une manip très impressionnante. Hein, il faut technologiquement, parce qu'il faut des détecteurs très chers, il faut régler tout ça avec des interférences entre 100 modes optiques. C'est une expérience redoutable, menée donc avec des technologies de pointe. C'est très cher également, parce que ce qu'on ne voit pas, c'est la partie de détecteur qui est extrêmement chère. Et donc, on peut fabriquer à nouveau aussi un circuit pseudo-aléatoire photonique. Alors, ici, il n'est pas programmable, à la différence de Google. Et avec ce régime de circuit programmable,
rentrer dans le domaine de l'avantage quantique computationnel avec des photons. Et c'est peut-être aujourd'hui avec des photons qu'on obtient les résultats les plus probants en termes de dimensionnalité, qu'on a des dimensions vraiment très supérieures à 2 puissance 100, et donc très au-delà de ce qu'on sait faire classiquement. Mais voilà, c'est un domaine de recherche. Donc, est-ce qu'on a atteint la suprématie quantique? Moi, je pense que non, mais cet avis va varier suivant les chercheurs à qui vous posez la question. Euh, donc, au niveau technologique, un des enjeux, ça va être, aujourd'hui, on commence à rentrer donc, dans le domaine où ce qui va compter, c'est le nombre de qubits et le taux d'erreur. En fait, certainement beaucoup plus le taux d'erreur que le nombre de qubits. Donc, très souvent, vous entendez parler du nombre de qubits, mais ce n'est pas la métrique la plus importante, parce que maintenant, on arrive à faire 50 ou 100 ou peut-être 500. Mais si on fait 500 qubits avec trop d'erreurs, on ne va jamais vraiment rentrer dans le régime quantique non simulable classiquement. Ce qui va compter, c'est de vraiment baisser le taux d'erreur, donc c'est ce que dit Google, en dessous de 1 pour 1000, pour espérer avoir disons, des calculs qui ne soient pas simulables classiquement. Et on n'y est pas tout à fait encore, hein. Surtout, la difficulté, c'est de baisser le taux d'erreur en accroissant le nombre de qubits. Parce que si vous accroissez le nombre de qubits, mais que les erreurs augmentent, ce qui est la tendance normale d'un système physique, alors vous n'allez pas forcément avoir un gain au niveau computationnel. Donc vous avez deux régimes. Le régime actuel, qu'on entend à nouveau beaucoup dans les papiers, qu'on appelle Noisy Intermediate Scale Quantum, NISQ. Donc c'est les machines qu'on sait fabriquer aujourd'hui, qu'on sait fabriquer chez Pascal, chez Candela aussi, donc les startups qui nous entourent sur le plateau de Saclay, mais aussi chez Google, qui sont donc des prototypes assez bruités et où on n'est pas tout à fait sûr encore d'avoir vraiment une espérance d'avantage computationnel, algorithmique, mais on n'est pas sûr non plus de ne pas en avoir. Donc en fait, on peut faire de la théorie, on peut faire de l'algorithmique, on peut faire des simulations sur ces machines, on peut essayer de démontrer l'avantage quantique. C'est un moment passionnant parce qu'on est en train de vivre une transition de phase entre, disons, ce qu'on sait faire classiquement et ce que peut-être une machine quantique pourra faire en termes computationnels. Et puis, vous avez un régime plus lointain, en fait, on ne sait pas exactement quand, moi je dis certainement pas avant une quinzaine d'années, de grands ordinateurs quantiques. Alors, grand, ça veut dire en fait plusieurs millions de bits quantiques pour lesquels vous saurez réaliser des codes correcteurs quantiques, donc l'équivalent au niveau quantique des codes correcteurs d'erreur. Et à ce moment-là, vous pouvez vraiment espérer, vous êtes sûr, en fait, théoriquement, de rentrer dans un régime où vous aurez un vrai avantage, un avantage pour des algorithmes qui sont donc connus. Vous pourrez réaliser certaines tâches, comme factoriser, comme faire du machine learning, de façon exponentiellement plus efficace, ou parfois polynomialement plus efficace, que les meilleures machines classiques. Mais donc ce régime à 1 million de qubits, il est 1 million de qubits avec peu d'erreurs, il est encore lointain, mais il y a des investissements colossaux qui sont réalisés ces dernières années. Et donc, il y a une accélération certainement de la progression vers cet horizon, mais ça reste encore aussi risqué, disons, parce que c'est extrêmement difficile également d'arriver dans ce régime-là. Donc, quelles applications, justement, en termes algorithmiques, en termes d'applications aussi, disons, industrielles, on peut envisager pour le calcul quantique? Donc, à nouveau, j'ai séparé avec les applications de court terme qu'on peut faire avec les ordinateurs qu'on commence à avoir aujourd'hui, qu'on peut espérer, donc les accélérations qu'on peut espérer avoir aujourd'hui, et puis celles qu'on pourra avoir avec des ordinateurs quantiques avec correction d'erreur. Donc aujourd'hui, l'application phare, qui est donc, à nouveau, si vous regardez un peu la littérature, les publications, on commence à converger vers ces questions-là. On peut espérer, c'était l'intuition de Feynman dès 81, qu'un système quantique, donc un ordinateur quantique, c'est d'abord un système quantique fortement corrélé, fortement couplé, et ça va être une machine qui pourra simuler une autre machine quantique fortement corrélée pour laquelle on ne sait pas simuler classiquement aujourd'hui. Et il y a plein de problèmes en physique du solide, en physique nucléaire, pour la compréhension de la superconductivité à haute température, et surtout en chimie. En fait, la chimie quantique, la chimie computationnelle, c'est aujourd'hui de l'informatique appliquée à des équations de la physique quantique en grande dimension. Et donc, tous ces problèmes qui sont éventuellement au cœur de la réalisation de molécules pour des vaccins, voilà, enfin, pour la pharmacie en général, pour des engrais également. Donc, vous avez des enjeux colossaux donc en chimie pour lesquels on peut espérer, alors, on n'a pas de preuve que ça va marcher, mais on peut espérer une accélération dès aujourd'hui avec des machines quantiques de quelques centaines de qubits, même un peu bruitées. On peut espérer que ça va être capable de simuler des systèmes quantiques, par exemple une molécule, une réaction chimique
qui elle aussi se fait avec quelques centaines d'atomes. Alors qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de simuler classiquement, avec précision, ce type de réaction chimique. Et même idée pour la physique de hautes énergies ou la physique de matière condensée. Donc ça, c'est certainement les simulations quantiques, c'est certainement le régime d'application le plus prometteur à court terme. Vous avez un deuxième régime d'application très prometteur, surtout parce que très très large, avec une base applicative énorme, qui est la minimisation, la réalisation de problèmes d'optimisation. Donc, vous pouvez voir un problème d'optimisation, souvent le mapper comme un problème hamiltonien, un problème de couplage, et la solution d'un problème d'optimisation comme un problème de minimisation d'énergie avec des couplages entre proches voisins, par exemple. Et ça, c'est à nouveau, c'est des problèmes qui, au niveau algorithmique, c'est des problèmes que vous avez en physique statistique, qui deviennent très complexes dès que vous avez des couplages un peu compliqués. Vous retrouvez ces problèmes-là d'ailleurs en physique statistique, en physique de matière condensée. Mais vous avez aussi ces problèmes-là en logistique, en recherche opérationnelle, pour le design de circuits électroniques. Et donc, c'est des problèmes que vous retrouvez dans plein de questions de recherche opérationnelle, pour lesquelles, à nouveau, on peut espérer, il n'y a pas de preuve, mais on peut espérer qu'une machine quantique, pour laquelle on reproduirait le hamiltonien associé au problème, permettrait d'évoluer vers une solution de basse énergie de façon plus efficace que les meilleurs algorithmes de récuit simulé classiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc, voilà, c'est les deux grandes classes de near-term quantum computing application sur lesquelles beaucoup d'entreprises commencent à travailler d'ores et déjà dans le domaine de l'informatique quantique. Même sans avoir de machines hardware, on peut commencer à réfléchir, à mapper en fait, des problèmes algorithmiques de façon quantique. Maintenant, si vous avez un grand ordinateur quantique donc, qui est capable d'avoir la correction d'erreurs, une application très transverse que vous pouvez toujours faire quasiment, c'est, parce que c'est structurel dans beaucoup d'algorithmes, c'est la recherche dans une base de données. Vous pouvez utiliser l'algorithme de Grover, qui est basé sur l'amplification d'amplitude. Donc, vous avez un élément. Donc, l'idée, c'est par exemple la recherche inversée dans un annuaire. Vous avez le numéro de téléphone de quelqu'un, on vous donne l'annuaire et vous devez trouver le nom de la personne. Donc, c'est pas classiquement, c'est un problème vous devez chercher essentiellement au moins la moitié de l'annuaire avant d'avoir une bonne chance de. Enfin, c'est linéaire et donc vous devez chercher pratiquement dans tout l'annuaire. Et si vous avez un annuaire de 10 puissance 12 noms, il va falloir un temps de 10 puissance 12, alors que quantiquement, vous pouvez accélérer ça à un temps de 10 puissance 6. Donc vous avez un effet de racine carrée, donc ça peut être significatif quand vous avez une grande base. Donc c'est le cas dans les big data, par exemple. Donc ça, c'est structurel, c'est lié au fait que vous avez des amplitudes complexes et que vous pouvez faire de l'amplification d'amplitude en fonction d'un élément marqué. C'est l'algorithme de Grover. Vous avez aussi des applications en fait, au big data, au machine learning. À nouveau, si vous avez un ordinateur quantique de grande taille, il y a plein de problèmes du machine learning qui sont des problèmes linéaires en fait, sur des données de grande taille. Et quand vous avez beaucoup de bits quantiques, vous pouvez coder en fait, un grand nombre de bits classiques sur des bits quantiques. Donc, vous avez là, vous pouvez espérer une accélération exponentielle. La difficulté, c'est que pour l'instant, ce qu'on ne sait pas faire, c'est que ça fonctionne si vous savez coder sur un état quantique des données classiques en superposition. Et ça, on ne sait pas forcément le faire aujourd'hui, on ne sait pas comment faire. Si vous avez des gigabits de données classiques, vous ne savez pas fabriquer un état quantique avec des dizaines ou des centaines de qubits, tel que sur les amplitudes de cet état, vous pouvez coder vos bits classiques. Et c'est ce qu'il faudrait faire pour résoudre ce type de problème d'accélération avec le machine learning. Dernière classe de problèmes très important, très médiatisé, c'est donc la cryptographie. Un algorithme, un ordinateur quantique permet d'accélérer exponentiellement en fait, la cryptanalyse de la plupart de la cryptographie à clé publique déployée aujourd'hui. Donc, c'est l'algorithme de Shor qui va casser non seulement RSA, mais la cryptographie à courbe elliptique, le logarithme discret, donc tout ça en temps polynomial. Et donc, ça bouleverse vraiment le paysage en cryptographie. Et ça justifie l'initiative menée depuis 4 ans par le NIST et qui est en train de déboucher sur des standards d'une cryptographie, alors toujours aujourd'hui computationnelle, ce qu'on appelle le post-quantum cryptographie. Donc, c'est des nouveaux algorithmes cryptographiques qui ne seraient pas basés sur la factorisation, mais par exemple sur les codes, sur les lattices, sur les fonctions de hachage ou la cryptographie multivariée. Donc, en France, il y a beaucoup d'équipes de crypto qui travaillent. Il y a des équipes au CEA aussi, à Saclay, et à Polytechnique.
et aussi à Télécom Paris, qui travaillent sur ces sujets, donc d'une cryptographie à clé publique pour un monde quantique. Euh, et donc, en fait, ça, c'est vraiment lié au fait, à la menace de peut-être dans 15 ans, de l'existence d'un ordinateur quantique de grande taille. Donc, pour résumer, un point important là, de mon discours, et peut-être à garder, c'est quand on dit ordinateur quantique, en fait, ça peut vouloir dire vraiment plein de choses différentes, enfin, au moins trois choses très différentes. Ça peut vouloir dire en fait une machine analogique qui ferait surtout de la simulation quantique, qui ne serait pas vraiment une machine digitale programmable, qui ne ferait pas toutes les portes quantiques possibles, mais qui néanmoins peut-être pour certains problèmes de minimisation d'énergie, de simulation quantique, pourrait éventuellement avoir un avantage. Bon, ce n'est pas prouvé. C'est dans ce régime-là que fonctionne par exemple D-Wave. C'est une entreprise, c'est une des entreprises canadiennes qui était précurseur du calcul quantique déjà depuis une dizaine d'années, qui a un grand nombre de qubits, mais qui sont très bruités, et qui fait ce qu'on appelle le quantum annealing, c'est l'analogue quantique du recuit simulé. Donc là, c'est vraiment, c'est du calcul analogique. Après, vous pouvez avoir, donc on a basculé depuis 4-5 ans, plutôt, c'est ce que fait Google également, donc plutôt sur des machines programmables digitales, vous avez des portes. Donc là, vous faites du calcul quantique digital, mais aujourd'hui, dans le régime NISQ, donc le régime très bruité, euh, et vous pouvez espérer avoir un avantage quantique démontrable, une suprématie quantique pour des problèmes algorithmiques bien spécifiés, et aussi faire de la simulation quantique avec un avantage. Et enfin, donc, à plus long terme, si vous avez plus d'1 million de qubits, vous pouvez espérer avoir un ordinateur universel, tolérant aux fautes, donc avec des très bas taux d'erreur, et à ce moment-là, avoir un grand nombre d'applications sur lesquelles il y a beaucoup de startups qui se lancent, qui font de l'informatique quantique, mais pour lesquelles on n'a pas les machines aujourd'hui. Donc, pour conclure cette partie-là, il me restait peut-être 10 minutes pour la suivante, mais euh, qu'est-ce qu'on peut penser du point de vue du calcul quantique sur les perspectives? On peut avoir, comme souvent en physique quantique, une superposition de confiants et de sceptiques. Alors, les raisons d'être sceptique, c'est que, donc, comme je vous l'ai dit, je pense que la suprématie quantique, on n'y est pas encore tout à fait. Donc, même si elle est annoncée depuis 2 ans, on se rend compte que les machines classiques, ça marche encore très bien, et que les machines quantiques, elles sont peut-être un peu plus bruitées que ce qu'on a dit. Donc, il y a la question du bruit, il y a la question de sortir de ce régime, d'aller vraiment au-delà, et le problème de la scalability, donc des machines quantiques, qui est aujourd'hui adressé par beaucoup d'efforts internationaux, donc de façon très sérieuse, notamment en France, par l'approche qui est menée au CEA, au LETI à Grenoble, avec des qubits basés sur les qubits de spin. Euh, les raisons d'être positif, c'est déjà de voir la rapidité à laquelle les progrès sont enregistrés ces dernières années. En fait, il y a beaucoup d'investissements. Le fait qu'on est l'ordinateur quantique, c'est vraiment un modèle numérique. Vous pouvez séparer les différentes couches, fabriquer les chips, faire des algorithmes de correction d'erreurs, envisager les architectures, et puis faire vraiment la programmation des algorithmes. Et donc, il y a des gens qui travaillent en parallèle et qui font des progrès en parallèle sur toutes ces couches en même temps. Et ce qu'on appelle l'ensemble, c'est full stack quantum computing, mais donc tout progresse en parallèle et un progrès, par exemple, sur les codes correcteurs d'erreur impacte la performance de l'ensemble. Et donc, la combinaison de la force du capitalisme, c'est d'investir souvent sur les choses qui progressent plus vite, de mettre les choses en parallèle, en compétition. Et ça, c'est vraiment ce qui est en train de se passer à l'échelle internationale. Et comme on a un modèle numérique, on a aussi une accélération des progrès, puisqu'on peut séparer les tâches de façon de plus en plus spécifique et enregistrer des progrès en parallèle et avoir un progrès qui facilite les autres. Donc, on peut quand même être optimiste et de toute façon, on voit qu'on est sur actuellement un trend de progrès technologique énorme dans ce domaine-là. Et la question, c'est jusqu'où on va aller avant éventuellement d'avoir des paliers, mais on n'est pas du tout sur un palier technologique actuellement. Donc, dans les 5-10 minutes qui restent, je vais vous parler rapidement de ce qu'on fait en recherche à Télécom Paris, dans mon équipe IQA. Donc, en fait, depuis 15 ans, on est vraiment axé sur la technologie de communication quantique, de cryptographie quantique. On est un des leaders au niveau européen, notamment de la technologie à variable continue, en partenariat avec l'équipe de Philippe Granger, aussi à l'Institut Optique et Thales. On a fait maturer ces technologies, on a monté une start-up. J'avais fondé une start-up en 2008, SecureNet, qui a industrialisé la première version de la cryptographie quantique à variable continue au niveau international,
avec un record de distance et des démonstrations et des commercialisations aux États-Unis, en Chine, au Japon. Et on participe notamment aux efforts européens donc depuis assez longtemps. Ici, c'était la démonstration à Vienne en 2008, et avec des partenariats clés avec les leaders du domaine au niveau européen, mais aussi donc japonais, chinois et canadiens, notamment Waterloo et l'Institut for Quantum Computing à Waterloo. Actuellement, on est engagé dans 2 projets du Quantum Technology Flagship sur l'aspect communication quantique, donc le projet Civic et le projet OpenQKD. Ce qui est intéressant dans ces projets, c'est de voir les partenaires, et notamment de voir qu'il y a pas mal de partenaires industriels, notamment du monde des télécoms, qui s'impliquent. Alors, vous avez aussi Huawei, mais ce n'est plus le cas dans les dernières versions des projets européens. Mais Orange, Telefonica, Deutsche Telekom, également des équipementiers comme Nokia, Corian, et des startups et des académiques. Et vous avez un effort important de maturation des technologies quantiques pour aller vers des réseaux opérationnels, ce qu'on va appeler EuroQCI. Donc nous, à Télécom Paris, on est notamment actif sur l'aspect Quantum Communication Engineering, donc développer des systèmes de communication quantique qui sont assez proches des systèmes télécoms et qui tirent parti du mariage du numérique, du traitement du signal, du machine learning et des télécoms optiques dans un régime quantique. Donc on a notamment démontré des très bonnes performances pour la coexistence de communication classique, donc intense, avec des lasers intenses, en multiplexé en longueur d'onde, avec des communications quantiques, en l'occurrence à variable continue. Et on a démontré que notre technologie à variable continue, du fait du filtrage naturel lié au détecteur cohérent, était beaucoup plus performant que les technologies avec des détecteurs à photons uniques. Donc ça, c'était il y a quelques années. On a des nouveaux progrès démontrés l'an dernier à OFC. Et actuellement, donc, on a un système à Télécom Paris opérationnel de cryptographie quantique à variable continue de nouvelle génération qui est basé sur des systèmes télécoms très proches de systèmes télécoms commerciaux, avec notamment une grande partie de traitement du signal, un système cohérent qui ils font des acquisitions à très haute fréquence, à très haute cadence, avec 64 gigasamples par seconde, par exemple, et où on utilise beaucoup de traitement du signal pour réaliser des tâches en fait, de diminution du bruit, par exemple de retrouver l'horloge, retrouver la phase, les battements de phase entre un laser ici et un laser en réception. Donc il y a une grande partie de traitement du signal qui permet de diminuer le bruit, sachant que le bruit, c'est l'ennemi majeur des communications quantiques, comme c'est du calcul quantique. Et donc on réalise avec des systèmes proches des systèmes télécoms traditionnels, de façon conjointe, des communications classiques et des communications quantiques, en partageant en plus une grande partie du hardware et du traitement du signal. Donc ça, c'est assez original. Donc on est en train de publier et de breveter cette approche. Et c'est des systèmes qu'on compte déployer donc, sur des réseaux opérationnels dans les années à venir, avec une baisse des coûts importante par rapport aux systèmes, disons, de cryptographie quantique traditionnels, tels que ceux qu'on avait développés dans la startup SecureNet. On travaille aussi sur la sécurité matérielle des implémentations. Donc, ce qu'on appelle le quantum hacking, le fait qu'on peut, en fait, la cryptographie quantique, elle est sûre en théorie. On a des preuves théoriques de la sécurité inconditionnelle qui ne dépendent pas de la puissance computationnelle de l'attaquant. Mais comme tout système physique, il peut y avoir des défauts, on peut envisager des attaques sur l'implémentation. Donc c'est ça qu'on appelle le quantum hacking. Et de toute façon identique à ce qui se passe dans les cartes à puce, dans d'autres systèmes de sécurité hardware, il faut développer des contre-mesures, des méthodologies pour évaluer et certifier la sécurité. Alors ça, c'est un domaine encore en développement, aller vers des systèmes certifiés au niveau, donc aller vers des certifications avec des CESTI, c'est des choses qui n'existent pas. Donc nous, on travaille avec notamment le BSI en Allemagne et maintenant avec l'ANSI sur l'établissement de Protection Profile pour la cryptographie quantique, et ça dans le cadre d'OpenQKD sur des expériences de quantum hacking comme récemment. Donc, on a proposé une méthodologie pour l'évaluation de sécurité qui nous semble plus pratique et plus réaliste pour aller vers, disons, dans les années qui viennent, vers une évaluation de sécurité réaliste et une certification des systèmes de cryptographie quantique. Donc là, vous avez une photo de la plateforme technologique qui est à Télécom Paris, donc à une centaine de mètres de Système X, donc où on se base sur une plateforme à l'état de l'art de communication optique cohérente, sur laquelle on a rajouté quelques détecteurs qui permettent de faire des communications quantiques, et donc on démontre ces communications hybrides, conjointes, classiques et quantiques. Donc, parmi les projets qui s'appuient sur ces Quantum Communication Engineering, il y a plusieurs projets actuellement.
soutenus notamment par la région et qui vont être, on l'espère, soutenus par le plan quantique et par l'Europe. EuroQCI, c'est le projet Paris Région QCI. Donc, vous avez pas mal d'acteurs industriels, mais il est coordonné par Orange, mais vous avez aussi Thales, donc TRT, Thales X qui est impliqué, Nokia, Kets, qui est une startup anglaise, Candela, donc, qui est la startup issue des travaux de Pascal Sénélard au C2N, VeryCloud, qui est une startup issue en fait, d'une spin-off de Télécom Paris, on pourrait dire, donc, qui fait plutôt de la cryptographie quantique, du quantum Internet, donc l'Institut Optique, le LIPSIS et Télécom Paris. Et vous avez un projet plus académique avec les mêmes acteurs académiques, plus le LKB, l'Institut Optique et le LIPSIS en coordinateur, qui s'appelle Paris QCI, donc presque les mêmes acronymes, où on a commencé à déployer un réseau dédié aux communications quantiques. Vous avez déjà un lien qui est opérationnel entre Orange à Châtillon et donc Télécom Paris, auxquels vont se connecter le C2N, Thales, Polytechnique probablement, et éventuellement d'autres acteurs du plateau. Et on est en train de déployer aussi un lien vers Paris. Et donc, la vision, c'est d'avoir un réseau de testbed de communication quantique opérationnelle dans les mois qui viennent, dans le cadre du plan quantique et à plus grande échéance vers EuroQCI. Donc, EuroQCI, c'est cette initiative européenne qui est portée par la Commission européenne du déploiement d'une infrastructure publique de communication quantique, à la fois avec un segment terrestre et un segment satellitaire, à l'échelle 2030. Donc, vous avez aujourd'hui tous les pays de l'Europe des 27 qui sont co-signataires de cet effort. Vous avez des calls qui sont sortis il y a quelques jours dans Digital Europe. Donc, vous avez des financements importants pour la maturation de systèmes de communication quantique, mais aussi des aspects de sécurité, de combinaison avec la cryptographie post-quantique et de certification dont j'ai parlé. Donc, beaucoup en fait, de domaines sur lesquels nous, on travaille activement dans notre équipe depuis de nombreuses années. Donc, on a beaucoup d'opportunités, presque trop, on pourrait dire, mais c'est aussi une opportunité pour, et c'est la visée de la Commission, développer un écosystème industriel sur les communications quantiques, combinant communication quantique et cryptographie post-quantique. Donc là, c'est important de travailler sur la combinaison des deux. C'est aussi un sujet qui on travaille avec CryptoNext, par exemple, une startup qui est localisée à Paris, issue du LIPSIS, et avec une visée de souveraineté industrielle et technologique. C'est des projets qui sont portés par le commissaire Thierry Breton et par son équipe. Donc, et notamment, ça recoupe le portefeuille avec du spatial, le numérique et l'industrie. Donc, on fait des travaux plus fondamentaux sur la cryptographie quantique et récemment, depuis 4 ou 5 ans, une direction assez fondamentale sur laquelle qu'on développe et qui est en train d'émerger, c'est ce qu'on appelle Quantum Computational Time Lock. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'augmenter, d'améliorer les performances de la cryptographie quantique en élargissant un peu le modèle de sécurité, donc de ne pas faire de la sécurité sans aucune hypothèse, mais avec des hypothèses très réalistes qui permettent de booster les performances. Les hypothèses qu'on propose, c'est de supposer qu'on a des systèmes de chiffrement, par exemple le chiffrement AES, qui serait sûr pendant un temps court, par exemple une journée. Aujourd'hui, on suppose qu'AES, il est sûr pendant des dizaines d'années pour certains cas d'usage, notamment les communications top secret. Là, on supposerait donc que AES est sûr pendant une journée. Après une journée, il est cassé, éventuellement, mais avant, il est sûr. Et en parallèle, on suppose qu'on ne saurait pas stocker de l'information quantique pendant une journée. Ce qui est très réaliste, parce qu'aujourd'hui, on sait plutôt stocker sur des millisecondes. Et quand on combine les deux, alors donc on a posé plusieurs brevets, donc on a des publications qui sont en train d'être reviewées et des préprints là-dessus. Quand on combine les deux, on a un régime opérationnel vraiment intéressant où on peut utiliser donc la combinaison, le chiffrement éphémère à temps court et un encodage quantique pour fabriquer des protocoles de communication quantique, de cryptographie quantique qui boostent vraiment les performances. La cryptographie quantique aujourd'hui, avec des détecteurs réalistes, pas trop chers, ça vous amène vers 150, 100, 150 km. Et là, on peut envisager de doubler, voire tripler les distances opérationnelles en étant capable de faire des encodages en grande dimension, ce qui est relativement réaliste technologiquement, au moins jusqu'à 10 puissance 4 modes. Donc on peut vraiment dépasser les limites fondamentales des communications quantiques avec cette technologie, et ça reste, pour l'instant, c'est de la théorie, donc ça reste à démontrer expérimentalement. Alors une direction expérimentale sur laquelle on travaille activement. Excuse-moi, juste, Romain, juste sur la slide précédente, Oui. Les modes, ce que tu appelles les modes, Oui. c'est pas le nombre de qubits, hein, pas du tout. Le nombre de qubits, ce serait le log en base 2 du nombre de modes. Si on veut. Ah, d'accord. Le mode, c'est la dimension. Avec la dimension, on peut voir ça comme la dimension
en optique, parce que là, ça va être une superposition cohérente sur des modes optiques, et donc ça va être lié à la dimension du système. Donc si vous avez un photon unique sur 100 modes, c'est un système de dimension 100. Après, quand on a plusieurs photons, c'est un peu plus compliqué. Parce que mais donc le nombre de modes, c'est le nombre de modes optiques. C'est aussi les modes classiques. C'est la décomposition en modes orthogonaux euh, de l'espace des modes électromagnétiques. Euh, donc, et donc, oui, mais on pourrait voir un analogue entre le nombre de modes et le nombre de qubits plutôt en prenant le log. C'est ça que l'information. Donc, à nouveau, 20 qubits, c'est à peu près 1 million dimension 1 million. 2 puissance 20, c'est 1 million. Donc là, on a des. En fait, j'en profite pour faire un commentaire. En fait, l'idée de cette cryptographie hybride, c'est aussi de dire que. Enfin, une façon de voir, c'est qu'on n'est pas sûr d'arriver à faire de l'information quantique, peut-être en dimension 2 puissance 50, 2 puissance 100. Aujourd'hui, c'est peut-être trop bruité. Mais pour la cryptographie, si on est capable de faire des choses en dimension 2 puissance 20, 2 puissance 30, on commence à arriver dans des régimes vraiment intéressants pour la cryptographie, ou notamment pour cette cryptographie hybride. Donc, technologiquement, ce sera moins dur de faire ça. Donc ça demande d'avoir l'équivalent de 20 qubits de complexité ou 30 qubits technologiquement, ce qui est beaucoup moins dur que d'avoir des ordinateurs quantiques à 100 qubits. Alors, c'est un peu rapide, mais on peut faire l'analogie entre, là, ce serait des ordinateurs quantiques photoniques. Donc, alors, justement, comment est-ce qu'on peut fabriquer des ordinateurs quantiques photoniques? Typiquement, il faut prendre des systèmes largement multimodes dans lesquels vous allez envoyer des photons. Donc, et un exemple de système multimode dans lequel vous pouvez faire de l'optique quantique, c'est des fibres multimodes. Donc, vous pouvez prendre des fibres multimodes spatiales. Et donc, l'équipe de Sylvain Gigant est spécialiste de ça, alors plutôt dans le régime classique. Ils ont une start-up aussi par exemple, qui propose de faire du machine learning, d'accélérer les algorithmes de machine learning avec ce type de système et avec de la lumière classique. Maintenant, on peut la prendre dans un régime quantique, vous avez des photons uniques, et vous pouvez avoir dans ce type de fibre multimode plusieurs dizaines de milliers, voire des millions de modes spatiaux différents que vous pouvez encoder, adresser avec des modulateurs spatiaux, Spatial Light Modulator, que vous avez dans les rétroprojecteurs, par exemple. Et donc, en combinant ça, vous pouvez manipuler de façon, faire des portes sur un système quantique en superposition cohérente en grande dimension. Donc, c'est ça qu'il faut pour faire ce type de système. Donc, en fait, on travaille avec Sylvain Gigant, son équipe, sur des systèmes expérimentaux qui sont dans ce régime-là, de systèmes de grande dimension, mais pas non plus, typiquement 1000 ou plus grand en termes de dimensionnalité. Et alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, on s'intéresse à des problèmes mathématiques, enfin, à essayer de montrer un avantage quantique plutôt computationnel. Donc, bon, là, c'est un lien avec la suprématie quantique, mais pour des problèmes de communication. Il se trouve que on peut démontrer des supériorités computationnelles pour des problèmes de calcul, mais aussi problèmes de communication, donc ce qu'on appelle la communication complexity. Il existe des problèmes pour lesquels, si vous échangez de l'information classique, vous savez que vous avez besoin d'envoyer un certain nombre de bits pour réaliser. Donc, vous avez un problème distribué, vous avez des données distribuées entre Alice et Bob. Et pour que Alice et Bob puissent donner la réponse à un problème, il leur faut échanger un certain nombre de bits classiques. Donc, pour le problème de vector in a subspace, vous avez un vecteur et puis vous avez un sous-espace inconnu en grande dimension. Et pour savoir si un vecteur est bien dans le sous-espace, il faut échanger en gros racine de n bits. Et on peut montrer que quantiquement, pour résoudre ce problème, il faut envoyer log n qubits, donc exponentiellement moins. Donc en transmettant très peu d'informations quantiques, vous pouvez résoudre un problème qui est bien défini, pour lequel il faut un nombre exponentiellement plus grand de bits classiques. Donc ça, c'est un gain exponentiel en communication complexity. Et donc le but, pour l'instant, qu'on poursuit, c'est de faire une démonstration d'avantage computationnel pour un problème de complexité de communication à l'aide de systèmes multimodes quantiques. Et si on y parvient, on n'est pas loin, ça permettrait ensuite d'envisager des applications pour de la cryptographie donc en grande dimension et le Quantum Computation Time Lock que j'ai évoqué. Et voilà, je vais m'arrêter là, je suis un peu déjà au-delà de mon temps, et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup Romain. Alors, c'est un domaine très technique et très nouveau sans doute pour beaucoup des auditeurs, mais peut-être des questions. Est-ce que ça amène
à des précisions, demandes de précision, des interrogations. Moi, j'en avais une sur le réseau que tu as montré, là, le réseau qui se déploie là, de communication. En fait, ce sont des nœuds qui essaient d'interconnecter des machines qui simulent des machines quantiques ou des véritables machines quantiques. Alors là, c'est vraiment très proche d'un réseau télécom. En fait, enfin, Oui. ça va être des fibres optiques qui vont connecter des lasers ou des détecteurs, enfin ouais, des systèmes de communication optique. Il se trouve que juste que c'est des systèmes de communication quantique ou en fait un système de communication quantique, c'est comme un système de communication optique télécom, à la différence que on a des détecteurs un peu spécifiques qui sont capables de détecter les photons un par un ou qui ont un niveau de bruit très, enfin, et qui ont un niveau de bruit très faible. En fait, les contraintes sont sur le bruit des détecteurs, mais sinon, ça ressemble à un système télécom. Vous avez un émetteur, un récepteur, puis l'émetteur, vous avez un protocole voilà, qui vous dit qu'est-ce que vous devez envoyer, comment vous devez encoder l'information, comment vous devez la mesurer pour réaliser le protocole. Le protocole, ça peut être l'échange de clés quantiques, la cryptographie quantique, ça peut être d'autres protocoles. On peut envisager de faire d'autres choses avec des communications quantiques. Bon, aujourd'hui, c'est souvent focalisé sur l'échange de clés, mais par exemple, ce que vous pouvez envisager de faire, c'est synchroniser des horloges. Hein. Pour synchroniser des horloges atomiques, il faut aussi faire des communications quantiques. Et de façon plus lointaine, si vous faire communiquer les ordinateurs quantiques les uns avec les autres, donc, on peut se projeter dans un futur lointain où vous aurez des ordinateurs quantiques, un à Télécom Paris, un à Polytechnique, et vous aurez, et par exemple, pour les faire un calcul qui implique les deux, vous aurez des gains de performance si vous êtes capable de faire une communication quantique entre les deux. Donc, ou des gains de sécurité aussi. Donc, voilà, les communications quantiques, aujourd'hui, c'est principalement pour des raisons de sécurité, donc avec cette application phare qui est la distribution de clés quantiques, sur laquelle on travaille beaucoup dans notre équipe. Mais il y a d'autres perspectives, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, le quantum Internet, qui est donc de connecter des ordinateurs quantiques et des senseurs, des capteurs quantiques. Je n'ai pas du tout parlé de l'aspect capteur, mais il y a aussi toute une dimension des technologies quantiques et d'améliorer la précision des mesures. Ça, c'est des travaux qui sont menés beaucoup à Thales, par exemple. Thales est expert de ça. Et il y a pas mal de gens sur le plateau aussi qui travaillent sur les capteurs quantiques. Alors, je vois qu'il y a Mohamed Zefizef. Vas-y, je te propose de Bonjour, quoi. merci pour cette très belle présentation. Donc, moi, j'avais une question. Donc, vous avez dans la première partie détaillé certains systèmes qui peuvent servir euh, de qubits quantiques, mais qui sont pour la majorité, d'après ce que j'ai compris, des systèmes atomiques, hein, donc soit la supraconductivité ou des atomes isolés sur des optiques lattices. Par contre, moi, ce que je sais, bon, les nouvelles attributions des grands fonds d'argent, si on veut dire, pour les nouvelles technologies, c'est des systèmes à photons, hein. Comme par exemple Orange qui travaille sur le nouveau projet Île-de-France ou sur l'Anion, sur des systèmes de cryptographie quantique, hein, soit des photons uniques ou bien des systèmes à variable continue. Donc moi, ma question, c'est quelles sont les limites entre les deux systèmes, soit photoniques ou atomiques, et pourquoi on se focaliserait beaucoup plus sur un système photonique? Alors oui, Voilà ma il y question. a plein d'accord, merci. Donc il y a plein de sous-questions. C'est une question très intéressante. Donc, alors une petite distinction, ce que vous avez cité, donc Orange, on travaille nous beaucoup avec eux, avec aussi bien Châtillon que Lannion. Hein. On est collaborateurs depuis longtemps avec ces équipes, et c'est notamment dans les projets européens. Mais Orange, ils font plutôt de les communications quantiques, c'est-à-dire que ce soit Lannion ou Châtillon, ils utilisent effectivement de l'information quantique optique, mais pour faire des communications, de la cryptographie. Et les communications quantiques, la cryptographie quantique essentiellement, un des intérêts, c'est que, enfin, une des raisons pour laquelle c'est assez fonctionnel, c'est assez mûr, c'est que c'est des technologies où vous avez besoin de très peu de qubits. Voilà. La cryptographie quantique, vous pouvez la faire avec un bit quantique essentiellement. Un système de dimension 2, vous envoyez des photons un par un, vous codez en dimension 2, et ça suffit à faire de la cryptographie quantique. Alors vous pouvez faire avec plus que... Moi, ce que je vous ai montré à la fin, nos travaux sur la cryptographie Quantum Compression Time Lock, je vous ai dit, ça va des dimensions peut-être de 20 qubits de puissance 20, donc plus grandes, mais
La cryptographie quantique, ça marche déjà très bien. Il y a déjà des entreprises qui vendent et vous pouvez faire ça avec un seul qubit. Vous préparez un qubit, vous l'envoyez et ça fonctionne. Et donc, mais ça, ce n'est pas du calcul. Pour faire du calcul, pour le coup, il faut aller dans les grandes dimensions, donc 50 qubits ou plus. Alors, ça, on peut le faire avec des systèmes solides, disons, des ions, des qubits supra ou des systèmes photoniques. Alors là, il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Actuellement, la doxa, disons, même des investisseurs, c'est qu'il y a peut-être l'avantage des systèmes en phase solide, c'est que eh ben, ils sont fixes. Enfin, vous pouvez réaliser des mémoires quantiques et vous pouvez coupler surtout vos qubits de façon plus facile. Faire des portes à 2 qubits, c'est plus facile avec des qubits supra, voire avec des qubits comme atomiques, comme Pascal, qu'avec des photons. Les photons, leur problème, c'est que vous savez en faire beaucoup, mais c'est dur de coupler un photon avec un photon. Parce que quand vous avez un seul photon, les effets non linéaires sont faibles, et pour les coupler, il faut des effets non linéaires. Donc, la lumière, donc moi je travaille plutôt sur l'optique, y compris sur le calcul quantique optique, donc c'est dans cette direction-là qu'on va. Il y a des grandes startups qui ont levé des fonds impressionnants aux États-Unis sur le calcul quantique optique, mais si vous regardez les prédictions et, disons, la température des ventures capitalistes et des investissements académiques, pour le calcul quantique, on est quand même plus confiant dans les 5 ans qui viennent que technologiquement, les technologies qui sont les plus mûres, ça va être les qubits supra et les ions piégés. Et puis après viennent les atomes, donc les qubits solides. Et pour la partie, disons, la partie optique, elle est très prometteuse. Je vous ai montré aussi une manip en fait, en Chine, c'était de l'optique. Hein, on peut faire de très grandes dimensions, mais il y a la difficulté de faire des portes et de faire des mémoires. D'accord. Merci. Cet aspect mémoire, d'ailleurs, c'est un point qui interroge la communauté, enfin, parce qu'on pressent que on veut faire des calculs de façon très rapide ou transmettre des informations de nouvelles manières. Le stockage elle-même de ces informations et leur pérennité, tout ça avec des technologies quantiques, ça s'envisage de quelle manière? Et, Ouais, c'est une vraie frontière. Hein, le problème de stocker de l'information quantique, c'est un problème transverse maintenant aux communications quantiques et au calcul quantique. Enfin, c'est une frontière fondamentale. Enfin, pendant combien de temps on peut stocker de l'information quantique avec une bonne cohérence? Ça va déterminer les performances de la plupart de ce qu'on sait du traitement quantique de l'information. Un point important à comprendre, c'est que euh, la profondeur d'un calcul que vous pouvez réaliser, euh, ça va être lié à la mémoire. C'est-à-dire que, aujourd'hui, on sait, en fait, on a des taux d'erreur par porte de l'ordre de 1%. Ça veut dire que quand vous faites 100 portes, vous faites un calcul de profondeur 100, vous avez un résultat essentiellement complètement bruité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les algorithmes quantiques qu'on peut exécuter avec pas trop de bruit, ils sont très courts. Hein, quelques dizaines de portes, après, il y a trop de bruit. Donc, on est à un niveau très primitif parce que et la qualité des portes, c'est essentiellement la qualité des mémoires. C'est au fur et à mesure que vous implémentez plus de portes, les mémoires se dégradent. Donc ce qu'on appelle, pour un terme anglais, mais une milestone fondamentale vers un ordinateur quantique de grande taille, ça va être d'utiliser des codes correcteurs d'erreur pour notamment stocker de l'information quantique de façon plus efficace. Et ça veut dire que le temps de dégradation de l'information quantique va être plus long, augmenter le temps de mémoire. Et ça, donc, quelque part, avant d'avoir des grands ordinateurs quantiques, ce qu'on espère avoir, est-ce que maintenant les géants du numérique, IBM, enfin c'est dans les milestones d'un peu tout le monde, là on commence à faire des choses avec 100 qubits, mais ils sont bruités. Et ce qui serait vraiment très convaincant, c'est d'être capable de faire une machine avec 1000 qubits à peu près, qui encode un seul qubit logique. C'est-à-dire qu'avec 1000 qubits physiques bruités, d'avoir un qubit encodé, donc avec un code correcteur d'erreur, de telle sorte que ce qubit, lui, il a un temps de cohérence plus long, nettement plus long. Donc la théorie vous dit que c'est possible, et c'est un passage obligatoire pour avoir un ordinateur avec 1 million de qubits. C'est déjà d'avoir 1000 qubits et de faire des codes correcteurs d'erreur en fait, avec une distance minimale, hein, pour reprendre des termes de théorie d'information suffisamment importante, que vous supprimez les erreurs logiques
efficacement. C'est exponentiel avec la distance minimale du code. Et donc, la capacité à démontrer ça dans les années qui viennent, c'est vraiment une étape majeure vers la capacité à aller vers des applications à plus grande échelle. Moi, j'avais une toute petite question. Tu as cité une autre start-up de télécom, c'est Vericlong. Et Vericlong, VeriCloud, oui. Vericloud. C'est qui s'en occupe Marc Kaplan, donc, qui était post-doctorant plusieurs années dans notre équipe, qui a fait son thèse de doctorat avec Gilles Brassard au Canada. Et donc, c'est une start-up qui est positionnée alors, justement sur des choses assez futuristes, on pourrait dire, cette histoire de Quantum Internet, ces protocoles pour le Quantum Internet. Et elle a été fondée aussi par Elam Kashefi, qui est une chercheuse renommée du LIPSIS et qui est aussi implantée à Édimbourg, qui fait de l'informatique quantique. Donc, c'est une des applications sur lesquelles il travaille beaucoup, c'est ce qu'on appelle le blind quantum computing. C'est l'idée qu'on peut sécuriser, on peut faire du calcul quantique dans le cloud, on peut envisager d'avoir des processeurs quantiques, de déléguer du calcul quantique à des machines de façon sécurisée. Avec des communications quantiques, vous pouvez imaginer que voilà, Google a un gros ordinateur quantique et que vous allez déléguer un calcul quantique, vous allez le faire implémenter par Google, mais Google n'aura aucune information sur le calcul qu'il réalise. Il vous enverra le résultat. Et ça, c'est possible avec des communications quantiques et avec justement du travail sur le modèle de calcul et la façon de compiler des machines quantiques. Donc, en fait, on peut combiner des questions de cryptographie quantique et de calcul quantique, et c'est notamment le domaine d'expertise d'Elam Kashefi. Et donc, il y a pas mal des choses disons, plus réalisables à court terme qui sont implémentées dans la startup VeriCloud. D'accord. De ce point de vue-là, d'ailleurs, depuis tout à l'heure, on entend il y a beaucoup de sujets technologiques qui sont derrière aujourd'hui, parce que la réalité de ces machines et les espérances qu'elles laissent poindre obligent à déplacer les frontières sur la partie construction et conception et cette partie physique. Mais est-ce qu'il y a des labos qui sont un peu concentrés sur la partie théorie des langages associés et donc toute la partie calcul quantique théorique et les langages qui peuvent être adaptés à manipuler les informations d'une nature un peu différente? Oui. Alors, donc c'est vrai que là, c'est beaucoup l'INRIA qui s'est investi, notamment dans le cadre du plan quantique sur ce segment-là. Et donc, on peut citer, il y a une équipe INRIA, l'équipe Secret, en fait, maintenant qui s'appelle Cosmic, qui est à Paris, qui a lancé l'équipe de CryptoCode. Mais donc, il y a toute une partie quantique qui travaille sur les codes correcteurs d'erreur, mais aussi sur le quantum software. Donc, il y a quelqu'un comme Harold Olivier qui a récemment rejoint cette équipe et qui vraiment pilote l'aspect quantum software. Et à Saclay, vous avez une équipe INRIA qui a été fondée par Pablo Arrigui l'an dernier, qui est professeur à l'Université de Paris-Saclay, et qui est vraiment justement il travaille avec des gens dont le travail, c'est la vérification, le langage formel, c'est des gens du LMF. Et donc, ils sont vraiment sur cette question de compilation, de langage pour les ordinateurs quantiques. Donc, il y a effectivement une équipe sur le plateau de Saclay qui est vraiment axée là-dessus, avec Marc Baboulin aussi, qui est dans cette équipe. Il travaille avec Atos. Et donc, nous, on collabore avec eux sur des sujets plus à l'interface physique-informatique et aussi à travers l'INRIA. J'ai pas bien noté le deuxième nom que tu as donné, c'était Harold Olivier. Harold Olivier, oui. Harold. Avec 2 L. Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est un séminaire systémique assez ouvrant par rapport aux autres thématiques qu'on aborde habituellement. En tout cas, c'était pour moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup et sans doute peut-être des choses à faire ensemble, effectivement, comme tu le soulignais, la distance elle n'est pas très loin entre les deux établissements. On a déjà beaucoup de relations sur beaucoup de sujets, mais on n'en a pas sur le quantique et peut-être qu'il pourrait y en avoir. Je sais que quelques discussions déjà et réunions ont déjà eu lieu, mais pas de travaux encore de recherche. Je profite d'avoir cette dernière parole pour vous annoncer que le prochain séminaire systémique aura lieu le 15 décembre en avance de phase, puisqu'il n'est pas encore sur le site web. Et ce sera Pablo Piantanida de Centrale Supélec qui viendra nous faire une présentation sur les sujets de machine learning secure, de confiance à base avec l'aide de la théorie de l'information. Merci beaucoup, merci à tous. Bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi.